Tu as vu cette vidéo où le mec build un RAG multimodal en 30 minutes avec Claude Code et Gemini Embedding 2, images, vidéos, PDF, tout ça dans Pinecone et ça marche du premier coup. Sauf que non. Ça, c'est une démo, pas un système. Après plus de 20 projets RAG livrés en production, dont certains multimodaux, je vais te montrer ce qui est réellement prometteur avec ces embeddings multimodaux, ce qui est du pur bullshit de démo, et les 5 questions que personne ne pose avant de mettre tout ça en prod. Alors c'est parti. En gros, ce que montre cette vidéo, mais également d'autres, c'est des PDF, des images de toi, des recherches vidéo, et tout semble magique. Et c'est vrai, en effet, qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes et qui ont plein de potentiel. Et ce qui est réellement impressionnant, c'est que l'API Gemini Embedding 2 simplifie massivement l'ingestion multimodale. Et ça, c'est réel. Donc en fait, l'ingestion, c'est toute la phase qui se passe en amont, c'est-à-dire quand on transforme notre donnée brute, nos PDF, nos vidéos, etc., en vecteur, donc par de l'embedding, qui nous permet de capturer le sens de cette donnée et donc de retrouver cette information plus facilement. Le piège ici, c'est qu'un build de 30 minutes, c'est complètement différent de ça fonctionne en production. Donc c'est très bien pour montrer le potentiel. Par contre, souvent, il y a un petit peu de bullshit, c'est-à-dire qu'on laisse sous-entendre que cette magnifique démo de 30 minutes est parfaite telle qu'elle pour pouvoir maintenant faire le traitement de tous vos fichiers multimodal dans des RAG et que ça a changé le RAG pour toujours. Donc une démo sur 3 fichiers, ça donne un effet waouh et c'est top. Mais qu'est-ce qui se passe dans une entreprise où vous avez 10 000 sources? Ben là, ça va devenir vite problématique. Alors, quelles sont les capacités de ce nouveau modèle? Donc les nouvelles modalités. Donc le modèle il est basé sur Gemini. Il utilise en levier des capacités de compréhension multimodale pour créer des embeddings de très haute qualité. Alors déjà sur la partie texte, ça supporte du contexte en input jusqu'à 8192 tokens. Jusque-là, tout va bien. Par rapport à des tailles de chunks, c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, c'est capable de processer jusqu'à 6 images par requête et ça supporte le PNG et le JPEG. Ça aussi, c'est très cool, donc particulièrement si on peut les avoir de manière indépendante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un doc avec plusieurs schémas, plusieurs images à l'intérieur et que ça dépasse? Bah là, forcément, on va avoir de la perte. Ensuite, ça supporte également les vidéos, ce que je trouve une des choses les plus intéressantes. Et là, on peut prendre des vidéos jusqu'à 2 minutes au format MP4 ou MOV. Ensuite, ça prend nativement l'audio en ingestion et ça crée des embeddings automatiquement sans avoir besoin d'avoir à utiliser des transcribers donc, qui font du speech to text. Donc ça aussi, c'est un gain de temps en termes d'architecture et c'est super intéressant. Là, par contre, on n'a pas de notion de limite de qu'est-ce qui prend en maximum. Si on se base sur les autres modalités, je m'attends pas à ce que ça puisse prendre des fichiers qui soient très très longs. Et enfin, en document, en PDF, donc là, on peut directement faire l'embedding sur des PDF qui vont jusqu'à 6 pages. 6 pages. Voilà. Donc ça, hein, sur la majorité des cas d'entreprise, déjà, c'est game over. Qu'est-ce qu'on fait sur tous les documents qui font plus de 6 pages? Ben, c'est mort. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Alors plus sérieusement, c'est les premières versions du modèle, donc c'est certainement pour ça que c'est un petit peu limité et on peut s'attendre dans le futur à ce que ça augmente considérablement pour qu'on puisse faire beaucoup plus de choses. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réelle volonté de pouvoir tacler un problème qui est très important dans la RAG. Aujourd'hui, pour faire des bons RAG, il y a quand même pas mal de technicité et pas mal de choses à maîtriser au niveau de la phase d'ingestion, qui est quand même encore assez complexe. Donc si le RAG t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin dans la construction de RAG qui sont fiables, je lance un workshop en ligne pour créer un RAG no-code de A à Z, donc pas besoin de savoir coder. Et même si tu commences le RAG de zéro sans compétences particulières, c'est tout à fait pour toi. Je vous mets en lien sous cette vidéo la liste d'attente pour le workshop RAG et je vous donnerai toutes les informations très prochainement. Et donc on voit la volonté de Google de vraiment simplifier cette partie-là et simplifier ce processus-là pour rendre le RAG certainement plus accessible à beaucoup plus de monde. Donc ça c'est un signal très intéressant. On peut s'attendre dans le futur à ce qu'ils essayent de trouver une solution pour rendre tout ce travail avec eux beaucoup moins difficile ou en tout cas qu'il soit fait de manière automatique. Le problème qu'on a, c'est comme avec Gemini File Search, c'est que ici, quand vous allez envoyer vos données, à partir du moment où vous avez envoyé vos données dans l'API,
Là, c'est une grosse boîte noire, on ne sait plus ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça veut aussi dire qu'on n'a aucun contrôle sur améliorer le système si jamais les embeddings sont pas bons, parce que des fois on a besoin de venir rajouter du contexte, mais également ça veut dire qu'on n'a plus d'explicabilité et on n'est pas capable de savoir ce qui se passe à chaque étape, pourquoi ça marche pas, mais également qu'est-ce qui se passe chez eux, quoi, avec notre donnée. Donc ça, c'est aussi une autre raison qui fait que aujourd'hui, pour la majorité des entreprises, envoyer comme ça dans une boîte noire, dans des serveurs américains, toute cette donnée, c'est assez moyen et je pense que ça va avoir certaines limites. Ça, c'est pour les aspects pas terribles. Par contre, il y a quand même un truc qui est assez impressionnant, c'est cette nouvelle architecture. Avant, pour pouvoir gérer du multimodal, il fallait en fait créer ce qu'on appelle plusieurs pipelines. Donc par exemple, on allait avoir un pipeline pour le texte, donc on prend nos documents, on va faire une extraction par du texte ou avec de l'OCR si on veut coupler avec des images. On va ensuite couper tout ça en petits morceaux, donc on appelle des chunks. On peut faire plein de choses, on peut rajouter de la métadonnée, enrichir des infos, etc. Et ensuite, on va utiliser les modèles d'embedding classiques pour convertir tout ça vers notre base de données vectorielle. À la différence, donc sur les images, qu'est-ce qu'on fait donc avec on avait deux choses en fait, notamment Mistral OCR fait ça très très bien. On allait avoir la possibilité d'avoir des descriptions des images, ce qui est super intéressant puisqu'on a le contrôle dessus, donc en fonction de qu'est-ce qui nous intéresse dans un document, on peut mettre une logique métier pour avoir des descriptions différentes et plus ou moins utiles. Mais on avait également la possibilité d'avoir un encodage en base 64 qui nous permet en fait de passer d'une donnée binaire, donc image, à une représentation en texte en chaîne de caractères qui nous permet derrière de les stocker en version texte sous le même principe avec des chunks, des embeddings, etc. et de venir le stocker dans une même base de données vectorielle qui fait que quand on pose une question de l'autre côté, on est super flexible parce qu'on peut récupérer par la description de l'image la bonne image et avec le base 64, on peut venir l'afficher. Donc ça, c'était une version classique. Là où ça se complique, c'est sur la version audio et vidéo. Donc audio, déjà, il fallait utiliser des transcribers, par exemple, je sais pas, comme Whisper, donc du speech to text, qui va nous permettre de convertir le fichier audio en texte avant de pouvoir faire la même opération ici, c'est-à-dire de venir faire des chunks et ensuite de venir faire un embedding avant de pouvoir, pareil, vectoriser dans une même base ce format texte. La partie vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu plus complexe, mais l'idée est toujours la même. On va essayer de récupérer les transcripts. S'il y a des images clés, récupérer des descriptions, convertir tout ça en texte pour pouvoir venir ici, encore une fois, les convertir. Donc c'est beaucoup de travail, c'est pas mal de maintenance, ça marche quand c'est bien fait, c'est tout à fait maintenable, on peut tout à fait aller en production. Par contre, bien évidemment, c'est plus de maintenance. Quand on allait ici faire sa récupération, donc la partie de retrieval au moment de la question utilisateur, là où ça devient un peu le bordel, c'est que quand on a eu à utiliser des re-rankers. Parce que là, en fonction des re-rankers et en fonction de ce qu'il y a des images, etc., on peut avoir pas mal de choses qui se croisent et pas mal de difficultés ici et de complexité à gérer. C'est gérable, mais c'est quand même pas mal d'ingénierie. Dans cette architecture, ce qui est super intéressant, c'est que ici, notamment, les images, elles passent directement en base 64 dans l'API. Les vidéos et l'audio passent par la Files API également. Et en fait, en un seul appel API, tout est stocké dans le même espace vectoriel. Et là, c'est potentiellement des semaines de plomberie et de tuyauterie en moins, quoi. Donc c'est quand même pas négligeable. L'autre chose qui est extrêmement intéressante en termes d'optimisation, que ce soit en termes de performance et de coût de stockage, c'est l'incorporation de la Matryoshka, donc Matryoshka Representation Learning, donc MRL, qui permet en fait de passer à des espaces vectoriels de 3072 dimensions à 768 dimensions sans perte de qualité. Ça aussi, c'est une très grosse avancée, c'est super intéressant et c'est très encourageant pour la suite et pour les gains de performance et les passages à l'échelle. Ça, c'est vraiment un point que moi, personnellement, je vais retenir de ce modèle-là. Donc, en résumé, sur cette architecture, tout ce qui est prototypage rapide, preuve de concept rapide, c'est un no-brainer. Sur un petit échantillon de données représentatif, c'est parfait, ça permet de venir tester pas mal de choses. Mais là où ça va dérailler, c'est quand on sort du playground pour aller dans le monde réel. Alors le mensonge numéro 1, c'est le scale. 9 fichiers, c'est différent
de la réalité de la production. Pareil, un PDF de 6 pages max par appel, sur un pipeline d'ingestion à plus de 10 000 documents, ici, on est obligé de batcher sérieusement, et ça, ça pour l'instant, c'est mort. Mais on l'a dit, c'est peut-être aussi parce que le modèle est tout nouveau, donc attendons de voir les évolutions. Deuxième élément plus important, c'est la qualité du retrieval, donc de la récupération des informations. Là, il n'y a aucune évaluation qui est montrée, aucune évaluation possible, donc ça mériterait d'être testé un peu plus en profondeur pour voir ce que ça donne. En tout cas, ça va être très difficile à diagnostiquer, et si on n'est pas à la cible en termes de qualité, admettons que ça vous donne, je sais pas moi, 70% de précision, le problème c'est que vous n'avez aucun levier. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour venir essayer d'améliorer ce système-là et pour potentiellement le faire passer ne serait-ce qu'à, je sais pas, 90% par exemple. Et ça, c'est le plus gros problème de ces API et de cet embedding côté Google, c'est qu'on a très peu de paramètres et donc très peu de leviers, voire pas de levier nécessairement. L'autre aspect dans cette vidéo-là, donc de ce YouTuber que j'aime beaucoup par ailleurs, bon là dans cette vidéo, on rajoute de la metadata manuellement sur quelques images vidéo, ok. Mais comment on fait quand il faut le faire sur 500 assets? Là, si on va commencer à le faire à la main, ça commence tout de suite à devenir extrêmement compliqué. Donc là, on fait comment? Le vrai boulot, quand on fait du RAG, c'est le pipeline qui permet de venir enrichir et de mettre de la metadata. C'est un des très gros leviers qu'on a en ingestion. Et ça, c'est le vrai boulot, pas l'embedding. Problème numéro 4, pas de gestion des erreurs. Qu'est-ce qui se passe si le modèle d'embedding rate une image? Quand la vidéo, par exemple, dépasse les 120 secondes. Quand le PDF fait plus de 6 pages. En démo, on skip, on ne fait pas attention. Dans un vrai cas d'usage en entreprise, c'est bon. Ensuite, on passe sur les coûts masqués. Pour vous donner un ordre d'idée, donc on est à 0,25 $ par million de tokens pour tout ce qui est image, vidéo et texte, et on est à 0,50 pour la partie audio. Bon, ouais, pour vous donner une idée, OpenAI, c'est 10 fois moins cher pour le texte. Donc en soi, le multimodal, c'est bien, mais ça a un prix. Du coup, il faut que le cas d'usage le justifie. Alors, est-ce que c'est totalement mort? Non, ça a énormément de potentiel et ça peut nous faciliter la vie dans pas très longtemps, dans les prochaines semaines, mois ou années. Tout dépend de la vitesse à laquelle ils vont le faire évoluer. En revanche, il y a un bien plus gros problème. Quand on parlait des images tout à l'heure, le problème c'est que en fait, on peut pas venir auditer la qualité de l'embedding. Tu envoies une image d'un toit endommagé et tu reçois un vecteur en 768 dimensions. Mais en gros, on ne peut pas savoir ce que le modèle a compris de l'image. On n'a pas, comme dans Mistral OCR par exemple, des annotations ou des descriptions des images qui nous permet en fait de savoir comment l'image a été traitée. Là, c'est traité dans la boîte noire. Soit ça marche, soit ça marche pas. Pour l'instant, en text only, on peut venir vérifier le chunking, les passages qui sont retrouvés, les annotations, les descriptions, pour être sûr qu'on a la bonne info, et surtout qui permettent de comprendre pourquoi le système a remonté tel ou tel résultat. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir une traçabilité de la donnée et des différentes étapes, donc de l'interprétabilité, et avec cet embedding multimodal, on perd cette capacité-là. Et ça, c'est pas anodin. L'explicabilité ou l'interprétabilité, c'est extrêmement important en production, particulièrement dans des domaines sensibles. Santé, médical, finance, etc. Être capable de savoir ce qui se passe à différentes étapes et de pouvoir garantir la bonne information est forcément extrêmement important pour les entreprises. Quand ton client te demande pourquoi le système a remonté cette image, particulièrement, tu dois être en mesure de pouvoir répondre. Avec un embedding multimodal opaque, bonne chance. Alors, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Je ne vous dis pas, bien évidemment, de ne pas utiliser ce modèle-là. Au contraire, je vous encourage même à faire un maximum de tests parce que c'est la direction du futur. Google est un acteur qui donne un signal très fort quant à leurs intentions et clairement, c'est des choses qu'il va falloir commencer à intégrer dans nos pratiques. Donc, les petites choses que vous pouvez déjà faire pour ça, c'est de préparer donc un Golden Dataset multimodal. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un set de 20 à 50 questions dans lesquelles on espère une réponse précise avec des assets précis. Et là, on peut faire des entrées où on s'attend en sortie à avoir du texte plus une image, ou à avoir juste un passage d'une vidéo, etc., etc. Et de voir, en fait, quand vous reposez ces requêtes-là, est-ce que vous retombez sur ce qui était prévu. Ça va déjà vous permettre de faire un premier scoring de performance et de savoir en fait sur votre échantillon, sur votre donnée, le système, à quel pourcentage il est fiable. Et donc pour un petit pense-bête, si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi ton système remonte ce qu'il remonte comme réponse, tu n'es pas en production, tu es en prière. Et ça, c'est pas ouf.
Alors, que faire de ces informations? Et qu'est-ce que je vais en faire personnellement? Alors, je sais pas pour vous, mais après maintenant 2-3 ans, de marketing très agressif autour de l'IA avec chaque nouvelle journée, son élément révolutionnaire qui a à peu près tout changé. Quand vous voyez, telle chose a, changé le RAG pour toujours, au-delà d'en avoir marre, ça doit surtout vous alerter et vous encourager à creuser un peu plus. Toujours est-il que c'est quelque chose que je vais continuer de suivre. Ça ne va pas changer les systèmes qu'on met en production aujourd'hui, mais ça peut vous faire gagner énormément de temps en prototypage, ne serait-ce que pour valider un usage, faire investir moins d'argent à vos clients pour venir tester une solution, et si jamais ça doit mener dans une impasse, le savoir le plus tôt possible. Maintenant, tu sais faire la différence entre une démo multimodale qui impressionne sur YouTube et un système qui tient en production. Les embeddings multimodaux, c'est une vraie avancée d'architecture. Un seul espace vectoriel pour tout, c'est fini le bricolage Clip plus Whisper. Mais sans évaluation, sans monitoring, sans plan de migration, c'est une boîte noire posée sur du sable. Le vrai travail, c'est toujours le même. La data, l'évaluation, l'explicabilité. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment construire ton Golden Dataset pour évaluer la fiabilité de ton RAG avant d'aller en prod, que ce soit en text only ou en multimodal. Voici le lien de la vidéo, je te retrouve là-bas.